Les oiseaux sont en danger, on le sait, et ce n'est pas nouveau. Déjà en 1960, la biologiste américaine Rachel Carlson nous promettait un printemps silencieux, sans un bruit, sans un chant, sans un cri d'oiseau dont les populations auraient été décimées, notamment par l'utilisation surabondante de pesticides. Si les politiques de protection et la prise de conscience écologique ont montré leur efficacité, les oiseaux sont toujours en danger, car même si on le savait déjà, maintenant, en plus, on les compte. En Europe, en 40 ans, un quart des oiseaux ont disparu et avec eux, le bien-être qu'ils transmettent aux hommes, car c'est désormais aussi prouvé par des études. Leur présence, leur chant, leurs cris nous font du bien. C'est ce que vous allez nous raconter, Michel Dubois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ornithologue, écologue, auteur avec la naturaliste Élise Rousseau de ce livre qui vient de paraître chez Albin Michel, Ornithérapie. Voilà. Observer les oiseaux, une espèce en particulier, c'est ce que fait l'héroïne de votre roman, Sigolène Vincent. Bonjour à vous. Bonjour. Le butor étoilé vient de paraître, tout juste d'ailleurs, aux éditions Le Tripode. On est très heureux de vous faire dialoguer ce matin sur notre rapport aux oiseaux, ce qu'ils nous apportent, comment on les protège. On abordera ce volet tout à l'heure. Mais ce qui est formidable, Sigolène Vincent, avec les noms d'oiseaux, c'est qu'ils sont porteurs au sens propre d'une poésie particulière. Immédiatement, ils font appel à notre imagination. Il suffit de dire butor étoilé. Mais c'est ça, c'est que tous les noms scientifiques de tous les animaux, moi, me procurent une joie intense littéraire. C'est-à-dire que c'est des noms que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que je mets derrière au départ. Et je trouve que ça forge un imaginaire très particulier, ces noms d'oiseaux. Alors on le voit sur la couverture de votre livre, ce butor étoilé. Comment on peut le décrire peut-être pour nos auditeurs et à quel moment vous rencontrez d'abord avant de le porter dans votre roman? Alors le problème, c'est qu'on ne se rencontre pas du tout. Le butor étoilé, c'est une sorte de petit héron un peu trapu. Et les étoiles, ce serait des étoiles qu'il aurait sur son plumage. Et moi, je le rencontre parce que il y a 3-4 ans, alors que j'écris un livre qui s'appelle La Palourde, bruisse la rumeur que le butor étoilé aurait fait son retour sur les rives de l'étang de Berre. Il avait disparu depuis des décennies et quelqu'un l'aurait entendu. Et avec des scientifiques d'un syndicat qui s'appelle le JPREB, qui travaille pour la réhabilitation écologique de l'étang de Berre, on tente de mettre en place un protocole d'observation. Donc je me retrouve dans la roselière au mois de mai, dans la nuit, à essayer d'entendre ce butor. Donc on entend toutes sortes d'oiseaux, notamment le petit duc, mais de butor étoilé, point. Mais on met en place ce protocole et ça fait 3-4 ans que je suis à sa recherche. Je ne le vois pas et je ne l'entends pas. Je vais lire les premières lignes de votre roman. J'attendais sur la souche détrempée d'un banc de sable. On m'avait posé là, à l'écart des mares et des cyprès chauves. Devant moi, les roseaux se balançaient sous la brise. Je les connais bien, les joncs, ils sont taiseux. Sauf 2-3 qui sifflaient. Mais peut-être est-ce un bruant qui criait. Le protocole d'observation était clair. Je devais me tenir immobile jusqu'au crépuscule, l'oreille tendue au souffle des buteurs étoilés. La mission était de les dénombrer. Si un seul de ces oiseaux était de retour sur les rives de l'étang, cela signifiait que le monde tournait encore rond. Michel Butor, c'est son cri, son chant, comment on le décrit? Philippe. Pardonnez-moi, Philippe. Voilà. Excusez-moi. Michel Butor était un grand écrivain d'ailleurs, mais je ne suis pas Michel Butor. Philippe Dutoit, Voilà. Dubois, excusez-moi. Ce bruit, ce son, ce chant, comment est-ce qu'on on le qualifie? De très étrange, de mystérieux, d'envoûtant, et il fait presque peur quand vous vous promenez en bordure d'une roselière à la tombée de la nuit et que vous entendez cette espèce de bruit très sourd, venu caverneux. Vous vous demandez si c'est pas un revenant ou si c'est quelque lutin du fin fond des marais. Ça a toujours fait très peur aux gens. Même historiquement, le chant du butor était souvent associé à quelque chose de maléfique. On le trouve donc normalement autour de cet étang de Berre, mais vous n'allez jamais le rencontrer, et c'est d'ailleurs toute cette quête dans votre roman, Sigolène Vincent. Est-ce qu'on
quand on recherche comme ça, qu'on est dans cette attente permanente, en fait, on le recherche par ce bruit-là, par ce cri, par les oreilles d'abord, ou en fait, on cherche à le voir? Alors, on m'a appris qu'il fallait d'abord le chercher en fait par les oreilles, parce que c'est un oiseau qui est très craintif, paraît-il, et qui se cache dans les roseaux et qu'il est assez difficile à apercevoir. Mais du fait, en partant en quête du buteur étoilé, c'est tout un tas d'autres oiseaux qu'on rencontre, qui sont beaucoup moins farouches et qui se montrent et qu'on entend plus facilement. Dans votre roman, il coïncide en fait cette recherche de ce buteur étoilé avec, la quête de votre héroïne, de cette, narratrice, et il y a évidemment un parallèle avec ce que vivent évidemment vos autres personnages. La recherche de cette jeune fille qui a disparu, Dédou, la recherche aussi de l'être aimé, qui n'aboutit pas toujours en fait, hein. C'est ça, parce que du coup, ce chant-là qu'on a entendu du buteur étoilé, c'est son appel à l'amour. Et cet appel est si grave et si rare sur les rives de l'étang de Berre que je me suis dit, ça sera aussi une quête d'amour éperdu et une quête aussi grave que ce chant. Qui est presque un appel foireux à l'amour quand même, hein. J'imagine que les autres oiseaux, quand ils veulent rencontrer l'amour, ils chantent beaucoup plus joyeusement. Ou non, toujours le chant est souvent grave, hein, quand c'est... Non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il n'a pas choisi le chant le plus Rassurant. étonnant, rassurant et musical d'ailleurs pour attirer sa compagne. Mais non, juste pour rajouter à ce que dit Sigolène, c'est que le buteur étoilé est probablement une des espèces, pour les ornithologues, les plus difficiles à observer. C'est vraiment une sorte de Graal, hein. Quand on a vu un buteur étoilé, on est vraiment content. J'ai vu un buteur étoilé, et le plus souvent, on le voit d'ailleurs volant mollement au-dessus de la roselière d'un point A à un point B, quoi. Voilà. La roselière, c'est, si je décris bien, vous me dites si je me trompe, Philippe Dubois, c'est cet endroit en marge des étangs où il y a donc des C'est ça. roseaux. C'est ça. C'est ça, c'est là où s'est C'est posé exactement ça. Vous avez Sigolène donné- Vincent dans la vraie Voilà, vie, vous êtes, mais aussi de la narratrice. C'est ça. Donc vous allez souvent dans cette roselière Oui, pour enfin, j'essaye parce qu'en observer. plus, c'est pieds dans l'eau, hein, c'est souvent avec un mètre d'eau ou plus. C'est vraiment une espèce de zone entre le monde des humains, la Terre, et puis d'un seul coup, ce monde un peu secret qui est celui de l'étang, quoi. La Roselière, c'est un endroit, vraiment un no man's land, vous voyez. Avec le but de rester immobile le plus possible. Bien sûr, ben c'est une des qualités premières du naturaliste en général, de l'ornithologue en particulier, c'est la patience, c'est-à-dire rester quoi et attendre, Attendre quoi, justement? Attendre de voir ou d'entendre d'abord? les deux. Les deux, souvent, comme le disait Sigolène, c'est d'abord l'ouïe qui va nous conduire à la vue, hein. Et puis, on pourra y revenir, mais il faut, il, il faut pas se, comment vous dire, il faut pas se contenter d'entendre. Il faut écouter, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et il faut pas se contenter de voir. Il faut regarder. Voilà. Et le vrai naturaliste, c'est celui qui va écouter et regarder, alors que le commun des mortels va voir et entendre. Vous voyez ? Et du coup, plus on s'exerce, j'imagine, et plus on est fort dans cet exercice de regarder. Vous avez vu aussi, Sigolène Vincent, comment dire, l'évolution de votre observation des oiseaux? Oui, parce que au départ, l'étang de Berre, je m'attachais surtout aux poissons qui sautaient hors de l'eau, les muges, Les grenouilles. les grenouilles ou les dorades qui passaient sous ma planche de paddle. Et soudain, c'est les oiseaux qui me sont apparus. Alors, on disait qu'ils étaient en train de disparaître, qu'ils disparaissaient. Et moi, c'est au moment où ils disparaissent que soudain, je les vois. Et ça a peut-être commencé par le grèbe huppé ou le grèbe à cou noir qui, d'un coup, émergeait de l'eau. Et, et soudain, j'ai été fascinée et j'ai ouvert mes yeux et j'ai ouvert mes oreilles. Et il y a un monde qui s'est ouvert devant moi et j'ai appris toute seule, hein. J'ai pas lu. Bon, là, j'ai quand même lu Ornithérapie et ça m'a fait un bien fou parce que j'ai appris de nouvelles choses, de nouvelles façons d'observer les oiseaux. Et je crois que naturellement, par instinct, on comprend au fil des jours comment faire pour les voir, les regarder et s'en approcher.
Qu'est-ce qu'on cherche quand on observe les oiseaux, Philippe Dubois? Quelles informations on cherche? Leur nombre, peut-être, mais qu'est-ce qu'on regarde sur un oiseau, en fait? Votre question est complexe parce que, soit vous êtes un scientifique, vous Alors faites. vous, en tant Ah qu'ornithologue. bah, moi c'est 2 choses. En tant qu'ornithologue, je vais faire un travail particulier sur des espèces. Je vais avoir probablement un regard assez froid, enfin froid avec des guillemets évidemment, sur, l'espèce ou les espèces que j'étudie, puisque le but est d'accumuler des données pour pouvoir ensuite en tirer des conclusions et cetera. C'est pas tellement là-dessus qu'on s'est fixé avec Élise Rousseau en écrivant Ornithérapie. Dans le cas particulier, c'est que, ben, je recherche je peux pas me passer de ne pas être dehors. J'ai besoin de me retremper à cette nature dont on est de plus en plus coupé aujourd'hui, qui nous est de plus en plus à la fois cette nature onirique qu'on nous vante en permanence et qui en fait se vide de ses acteurs, hein. J'appelle ça l'écologie du vide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une sorte de théâtre sans acteurs. Le décor est là, l'étang, la roselière, la forêt, mais qui se dépeuple d'oiseaux, de plantes, d'insectes. Donc, et on est là comme ça, et la plupart de nous ne se rendent pas compte que ce décor se vide de ses acteurs. Donc moi, j'ai besoin d'être dehors pour avoir ce contact avec ces oiseaux. Être avec les oiseaux, c'est être dans le carpe diem, c'est-à-dire être dans l'instant. Hein. On met de côté le ressassement du passé, on met de côté la crainte du futur, et on fait comme eux. On vit l'instant présent. Voilà. Les musiciens. Je ne vais pas vous demander de les reconnaître à l'oreille, Philippe Dubois. Mais si on vous met cette ambiance de forêt avec ces oiseaux, c'est parce que vous expliquez très bien dans ce livre Ornithérapie chez Albin Michel, euh, le bien-être que l'on ressent à écouter 6 minutes de chant d'oiseaux, de les côtoyer ainsi. Pourquoi 6 minutes et comment est-ce qu'on s'en est rendu Alors compte? oui, j'imagine que les scientifiques qui ont travaillé là-dessus, surtout les anglo-saxons, c'est 6 minutes, ça peut être 5, ça peut être 8. Hein, je veux dire. Au bout de quelques minutes, au contact du chant des oiseaux, les études vraiment très, très scientifiques et médicales ont montré qu'il y avait une diminution des pensées irrationnelles et du stress, dont les bienfaits peuvent se prolonger jusqu'à 8 heures. Donc c'est quand même assez énorme. Il faut savoir que 20 minutes dehors, et notre taux de cortisol, le cortisol, c'est cette hormone c'est l'hormone du stress. Donc 20 minutes dehors nous fait diminuer le taux de cortisol. 2 heures de terrain par semaine, ça entraîne une baisse prolongée de ce taux. On sait aussi que il y a une corrélation très forte, c'est les chercheurs de l'université de Michigan qui l'ont montré, une corrélation entre une biodiversité très riche, et notamment très riche en oiseaux, dans un lieu donné, et une diminution des hospitalisations pour les troubles psychiques chez les humains. Oui, ce que vous dites, c'est qu'il y a même des médecins Qui prescrivent. ce qu'on appelle des bains d'oiseaux. C'est ça. En Angleterre et aux États-Unis, on s'est aperçu que c'était vraiment une prescription. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est très, 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 très sérieux. Dernier petit exemple qui est très intéressant. On a, aux États-Unis, en répétant l'expérience plusieurs fois, emmené des gens sur un chemin. Le premier chemin était un chemin lambda classique, et le second, on leur a diffusé sans leur dire des chants d'oiseaux. Et après, on les interrogeait en leur demandant ce qu'ils avaient ressenti. Et systématiquement, c'était le groupe à qui on avait passé le chant d'oiseaux qui disait les bienfaits qu'ils avaient eu à faire cette promenade, sans mentionner les oiseaux. Vous en êtes rendu compte, vous aussi, Sigolène Vincent, puisque vous l'interrogez en permanence, ce rapport à la nature dans vos romans, dans Le Butor étoilé, dans La Palourde, dans Le Caillou aussi, vos précédents romans au Tripode. En tout cas, ce contact avec la nature, aujourd'hui, pour vous, il est essentiel. Ah oui, mais très tôt, j'ai su que le dehors, c'est ce qui m'irait. Et face à certains accidents de la vie, je savais que ce serait, voilà, que ce serait le dehors qui me serait bénéfique. Et alors moi, c'est même pas 6 minutes, je passe 3 à 4 heures dehors chaque jour. Et il y a un arrêt total de ma pensée quand je suis avec les oiseaux, hein. Je suis
entièrement, dévouée à eux et à leur absence même. C'est-à-dire que je peux attendre sans les voir ou sinon en voyant quelques gabions ou des sternennaines, voler, mais je suis, toute à cette recherche-là et à cette patience et au silence, à mon silence à moi. Enfin, j'essaye de faire le moins de bruit et à leur chant, à leur tri. Ce qui est très beau dans votre roman, c'est que, au-delà de l'approche, poétique, il y a quelque chose de très sensible, aussi dans votre façon, d'observer ce butor étoilé, puisqu'on ressent, presque les choses en même temps que vous. Il y a le goût qui est très présent, ce sel sur les lèvres, les odeurs aussi. Vous arrivez à nous transmettre les odeurs de marécage, d'humidité, tout ça. Le résultat aussi de ce que vous avez vécu, j'imagine? Oui, enfin, moi j'ai une écriture, il me semble, très peu, intellectuelle. J'ai l'impression que j'écris, avec mon corps et même si le cerveau est évidemment, logé dans le corps est à part entière, physique, mais c'est beaucoup par les sensations et les roselières et les étangs, enfin, les lagunes méditerranéennes ont cette façon de vous envelopper et de coller à votre corps, à votre peau et en fait, c'est presque, mes livres, c'est comme, un almanach ou, les chroniques, de mes sorties donc, dès que je sors, je suis confrontée au dehors et que de nouveau, je rentre à l'intérieur, je restitue tout ce que le dehors a déposé, en moi et sur moi. Avec parfois une confusion ou une fusion, je ne sais pas comment le dire, un mélange entre les animaux et les humains. Je pense à ce personnage de Dédou, cette jeune fille qui a disparu, qui est souvent comparée à une couleuvre, dans votre roman. Voilà, il y a une forme d'échange aussi avec les animaux. Ouais, toujours, avec cette idée que nous faisons partie, du vivant et ces oiseaux et cet étang que je considère comme quelque part survivants et c'est comme si on parlait de vivant à vivant, de survivant, à survivant et j'ai un ami qui est écologue à, la fac, d'Aix-Marseille, qui m'a expliqué, comment en fait, l'écologue étudie finalement, ce qui a survécu, que si on arrivait, à l'oiseau, le bec à spatule, en fait, c'est que avant lui, il y a eu beaucoup, beaucoup d'oiseaux qui ont eu des becs, pas tout à fait le même, mais approchants, qui se sont éteints pour donner naissance à cet oiseau et qu'en fait, l'écologue, étudie, ce qui a survécu et tous les oiseaux qu'on a sous les yeux, ce sont ceux finalement qui ont survécu. Mais jusqu'à quand? Alors là, j'ai pas la réponse. On va parler des oiseaux qui survivent et de ceux qui ne survivent pas. Philippe Dubois, tout le monde peut aujourd'hui observer les oiseaux. C'est devenu un loisir. On les appelle les birdwatching. Le Birdwatcher. birdwatching, c'est la pratique, Oui. observer les oiseaux. Quand on n'y connaît rien, quand on ne va jamais dans la forêt, quels sont les premiers conseils qu'on peut donner? Bah, les premiers conseils, c'est, je pense, c'est acheter d'abord un guide très simple ou avoir une application sur son smartphone pour pouvoir identifier et reconnaître le cri des oiseaux. Je pense que c'est toujours bien d'être accompagné aussi. Aujourd'hui, partout en France, il y a des associations qui proposent des sorties d'initiation, d'écoute des oiseaux. Voilà, c'est d'avoir ça en tête. Si on a un jardin, si on a comment dirais-je, même un balcon, c'est de mettre une mangeoire pour tout simplement observer. Si on habite en ville, c'est d'aller faire des tours dans les parcs urbains. C'est tout simplement, c'est cette démarche qu'a Sigolène, je pense aussi, c'est-à-dire, voilà, ben, se sortir et aller dans le bain des oiseaux. Je pense que c'est avec toujours beaucoup d'humilité et, et puis pratiquer ça comme une activité. Quand on fait de l'ornithologie, quand on fait du birdwatching, on marche beaucoup, voilà. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est une activité. Pensez par exemple qu'aux États-Unis, c'est la troisième activité de plein air en termes de chiffre d'affaires, puisque aux États-Unis, on parle beaucoup de chiffre d'affaires et de business. C'est donc la troisième activité. Donc ça veut dire que chaque année, il y a plus de 70 millions d'Américains qui ont pris une fois une paire de jumelles pour aller observer des oiseaux. Voilà, on n'en est pas là en France, mais maintenant, c'est des centaines de milliers de gens qui auront au moins, voire des millions, qui auront regardé les oiseaux une fois.
Quels sont les oiseaux que l'on peut voir le plus facilement? Alors, ça dépend évidemment si on habite en ville ou pas en ville ou à la campagne, mais en, en général, C'est tout le cortège des petits passereaux, on va dire très vite, le merle noir, l'accenteur mouchet, le troglodyte, les mésanges bleus et charbonnières, le rouge-gorge, le pinson des arbres, le moineau domestique, la pie, la corneille et le pigeon ramier. Voilà, c'est vraiment le corpus des incontournables. bon, quand on aura reconnu certains de ces oiseaux, on pourra évidemment se pencher vers les plus difficiles, notamment le butor étoilé. Si un jour on arrive à le voir, on va poursuivre cette discussion dans quelques minutes. On va s'interroger sur ce déclin des populations. Que dit-il des maux que nous vivons, de la santé de notre planète, et puis comment aussi on prend soin aujourd'hui des oiseaux, ce qu'il faut faire et ne pas faire. On en reparle juste après le journal de 8 heures. À tout de suite. Nous avons besoin des oiseaux, c'est le titre que nous avons donné à cette discussion. Nous sommes toujours avec Philippe Dubois, ornithologue, écologue, auteur avec la naturaliste Élise Rousseau du livre Ornithérapie chez Albin Michel, et avec la romancière Sigolène Vincent pour votre roman qui vient de paraître aux éditions Le Tripode, Le Butor étoilé. Vous écrivez, Michel Dubois décidément, Philippe Dubois, les oiseaux sont un excellent indicateur de la santé de notre planète. De quelle manière? Eh bien, d'abord, les oiseaux sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous, hein. Ils sont là depuis 125 millions d'années, donc ils ont une certaine expérience de cette planète par C'est rapport les héritiers des théropodes qui étaient une famille de de dinosaures. dinosaures, oui, Voilà, c'est ça. des héritiers directs. Et ils ont donc cette expérience par rapport à nous qui sommes là depuis quelques centaines de milliers d'années. Euh, Ce sont des indicateurs faciles à étudier, hein, pour les scientifiques, parce que si vous prenez par exemple les insectes ou les plantes, il y a des milliers d'espèces, ne serait-ce qu'en France, donc c'est compliqué déjà de les étudier. Les mammifères, la plupart des mammifères européens sont nocturnes, donc c'est compliqué. L'oiseau, les oiseaux, ils sont pas très nombreux, ils se montrent bien. Le plus souvent, ils sont diurnes, ils chantent, ils ont un plumage plutôt... voilà. Donc, c'est un bon sujet d'étude. Et en les étudiant, on étudie tout simplement ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire à la fois les espèces, leurs gènes et aussi les milieux naturels dans lesquels ils sont. Ce sont des indicateurs parce qu'ils sont extrêmement sensibles à tout changement, même qui ne peut pas être forcément perceptible pour un humain. Eux, ils sont parfaitement sensibles à ça. On le voit bien actuellement, par exemple, avec le dérèglement climatique, où les oiseaux sont vraiment des bioindicateurs remarquable de l'impact de ces dérèglements sur la biodiversité et sur les écosystèmes. Par exemple, Par exemple, un certain nombre d'espèces qui étaient chez nous des oiseaux nicheurs réguliers ont disparu pour la simple raison que les températures s'étant élevées assez considérablement, en tout cas à l'échelle du vivant, eh bien, les espèces ont disparu, remontent de plus en plus vers des latitudes plus nordiques et donc disparaissent de nos régions. c'est ce qui a pu se passer avec le butor étoilé, peut-être, Sigolène Vincent, autour de l'étang de Berre, ou pas vraiment? Non, l'étang de Berre, je pense que c'est l'urbanisation et plein d'autres facteurs, la densité de population humaine qui ont conduit à sa disparition. Mais je pense aussi, je ne sais pas si Philippe pourra confirmer que certains oiseaux qui étaient de passage ne le sont plus. Ils restent maintenant, ils Oui, ne alors migrent il y a une plus. sédentarisation. Par exemple, la cigogne blanche est une espèce qui autrefois allait en Afrique tropicale en hiver et qui de plus en plus a tendance à hiverner. On pourrait penser qu'effectivement, dans le cas précis du réchauffement climatique, il y a des effets positifs, ce qui est possible, probable, mais il faut savoir que les actions négatives sur le vivant et les oiseaux en particulier, elles, elles agissent en synergie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a surtout la disparition des milieux, il y a l'utilisation complètement folle aujourd'hui des pesticides sur les cultures, il y a la surpêche, il y a toute une multitude de facteurs qui se liguent contre le vivant et donc contre nous-mêmes, Hmm. fatalement. Tout à l'heure, je citais Rachel Carlson, qui nous
prédisait en quelque sorte cette menace de ce printemps silencieux, c'était en 1960. Donc déjà à cette époque-là, on avait conscience que les oiseaux étaient un indicateur de l'état de santé de notre planète, un lanceur d'alerte, ou en tout cas qu'ils pouvaient nous dire attention, il se passe quelque chose. Il y a eu une réaction durant les dernières années, c'est-à-dire que ça s'est un peu amélioré, on a un peu pris en compte cela, on a protégé la biodiversité et vous me dites, Philippe Dubois, qu'aujourd'hui on est en train de revenir en arrière en quelque sorte. Complètement. Il y a eu la fameuse COP qui avait eu lieu à Paris, où on s'était dit, tiens, là, il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche. Est venu ensuite en 2020, comme si vous vous souvenez bien, la crise Covid, où là, avec le confinement, d'ailleurs, on a vu, je fais une parenthèse, immédiatement, mais en quelques semaines, le comportement des oiseaux complètement changé jusqu'à la fin du... Quand l'activité humaine s'est mise à l'arrêt. Absolument, Hein. mais alors ça a été immédiat. Et ça s'est subitement, évidemment, interrompu à la mi-mai lorsque le confinement a cessé. Donc, mais il y avait quand même une espèce de dynamique. Et puis d'un seul coup, depuis, on peut considérer la guerre en Ukraine et puis tout ce que l'on connaît aujourd'hui dans ce monde extrêmement anxiogène, il y a une espèce de mise à l'écart du fait environnemental. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que maintenant, c'est plus la priorité. La priorité, c'est le pouvoir d'achat, soit c'est l'immigration, oui, c'est les problèmes que l'on connaît aujourd'hui avec les États-Unis, et c'est les crises politiques et guerrières dans le monde entier. Mais ça veut dire que on a mis de côté ce qui me semble être aujourd'hui le plus important pour notre propre survie, c'est-à-dire, je dirais, une sorte de bienveillance environnementale qui est devenue, voilà, c'est le réveil sera très très dur, je pense. Le réveil sera dur parce que la nature peut endurer beaucoup, et puis parfois elle peut répondre par une terrible baffe à la moindre chiquenaude, quoi. Sigolène Vincent, au-delà de votre parcours personnel, puisque vous avez eu tout un tas de métiers d'ailleurs, dans tout un tas de lieux de France. Aujourd'hui, vous vivez autour de cet étang de Berre, où vous êtes aussi conseillère municipale en charge de la protection de cet étang, et notamment, mais vous êtes aussi écrivaine, romancière. Quel rôle vous prenez avec ces romans où vous comment dire, vous documentez aussi d'une certaine façon ce qu'est la nature, ce qu'est l'imaginaire autour des oiseaux notamment. J'essaye d'en faire un répertoire poétique et littéraire, et c'était de doubler l'action politique qui est très triviale, très quotidienne, à une activité poétique où on est beaucoup plus libre qu'en politique. Donc l'étang de Berre, c'est quand même un territoire très contradictoire. Il y a le golfe de Fos à côté, donc vous avez ces endroits où l'avifaune est très très riche, la Camargue, qui est quand même Fos-sur-Mer est au port de la Camargue, l'étang de Berre, et donc vous avez vraiment des écosystèmes très riches. Et en même temps, cette industrie, c'est le premier pôle pétrochimique de France, le deuxième d'Europe. Il y a aussi l'étang de Berre, il y a le bassin versant, il y a une grosse agriculture, le pays salonné, etc., avec l'Arc, où il y a beaucoup de pesticides. Et, et donc, d'un point de vue politique, c'est quand même très compliqué en raison de la présence de cette industrie qu'il faut défendre, et surtout dans cette période où on nous dit qu'il faut réindustrialiser la France. Et du coup, là, Fos-sur-Mer est encore l'endroit où on va tenter de nouvelles choses, notamment pour la transition écologique et la décarbonation, par exemple d'ArcelorMittal. Et du coup, c'est une autre frénésie libérale quand même qui est en train de se jouer avec un plan national à Fos-sur-Mer. Et tout autour de ça, il y a des oiseaux, plein d'oiseaux, qui, moi, me semblent très, très nombreux, mais finalement, ils ne le sont peut-être pas tant que ça, parce que moi, je les découvre à ce moment-là et je les vois nombreux. Mais Philippe nous dit que c'est le contraire qui se passe, et ça me désole. Ça, c'est intéressant, parce qu'on a tous l'impression, Philippe Dubois, qu'il y a des oiseaux autour de nous, que la nature est là, qu'elle est intangible, qu'elle ne bougera pas, qu'on se rassure, on ouvre la fenêtre, on entend le merle, etc., etc., etc. C'est ce que vous appelez l'amnésie écologique dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, alors l'amnésie écologique, elle vient de ce qu'on appelle avant, c'est le concept alors c'est le syndrome du référentiel changeant. C'est-à-dire qu'à un instant T, on a une vision, par exemple des oiseaux, qui va être différente à l'instant T1, 10, 20, 30 ans plus tard. Sauf que au moment de l'instant T1, on a oublié ce qui se passait avant. Et donc, on a l'impression, comme le disait Sigolène, qui, par exemple, dans le cas des oiseaux, qu'il y en a toujours autant. Et puis 20 ans plus tard, en temps T2, on a un nouveau référentiel et on a oublié les deux précédents. Moi, je me souviens toujours, quand je me promenais avec mon père dans la nature, je lui disais, regarde, il y a plein d'alouettes. Il me disait, mais non, moi, dans mon temps, j'en entendais beaucoup plus. Et puis, 25 ans plus tard, quand je me suis promené avec mes propres enfants, il me disait, regarde, il y a des alouettes qui chantent et j'en entendais plus que la moitié. Et c'est ce référentiel qui est très trompeur. Parce qu'au final, notre cerveau faisant des mises à jour en permanence, on a oublié ce qui s'est passé précédemment. Donc, on a l'impression qu'il y a toujours des oiseaux. Jusqu'au moment où le dernier oiseau se sera tu et ça sera le printemps silencieux. La réalité est simple. En l'absence de transmission de souvenirs précis, écrivez-vous, l'état présent que chacun d'entre nous constate devient la norme. Ça, voilà, on s'habitue à cette diminution. Et pourtant, il y a des scientifiques qui nous disent, notamment dans une étude récente de quelques années maintenant, qu'en 40 ans, en Europe, 800 millions d'oiseaux, c'est-à-dire d'individus, Oui. Ont disparu. 800 millions. Oui, c'est magistral, c'est absolument incroyable. C'est incroyable. Je vais juste vous citer une petite anecdote très courte parce qu'elle résume tout, je trouve. Au 19e siècle, aux États-Unis, il y avait une espèce qui s'appelait le pigeon migrateur. On considérait, le célèbre naturaliste Audubon en parle, qu'il y avait des milliards d'oiseaux. On considérait que lorsqu'ils migraient, les écrivains de l'époque disaient que le ciel s'obscurcissait pendant plusieurs jours de la migration de ces oiseaux. On en a fait une chasse effrénée. C'était dans les années 1840-1850. Le dernier pigeon migrateur est mort en captivité en 1914. Ça veut dire qu'en 60 ans, l'espèce est passée de milliards à 0. Voilà. Donc c'est un exemple qu'on devrait avoir en permanence, voyez. Donc 800 millions, c'est une alerte. Je dirais même c'est une alarme. Donc l'idée et la solution, en quelque sorte, à cette amnésie écologique, c'est donc la transmission. Est-ce que votre rôle d'écrivaine, Sigolène Vincent, c'est aussi ça, c'est de transmettre ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, mais voilà, le ressenti, le sensible aussi. Oui, c'est ça, c'est de transmettre le sensible et de montrer qu'il suffit de sortir de chez soi, de lever le nez un peu, de lever les yeux au ciel et on voit tout un tas d'êtres différents de nous, assurément très différents, parce que il me semble qu'il n'y a pas plus différent de nous qu'un oiseau et que c'est à notre portée à tous. Ouais. Comment on fait pour justement essayer de faire comprendre que voilà, un oiseau qui peut paraître un animal loin de nous, vous l'avez dit, peut justement nous apporter tant de choses. Ça paraît un peu loin en fait, parfois, Philippe Dubois. Non, et pourtant c'est extrêmement trivial. Comme on a dit tout à l'instant présent, enfin précédemment, pardon, connaître les oiseaux, mettre un nom sur une petite boule de plumes jaune et bleue, de dire c'est une mésange bleue, c'est déjà rentrer dans son intimité. Quand on rentre dans l'intimité des oiseaux, comme le fait Sigolène par exemple, on va prendre conscience de leur importance. On va prendre conscience que sans eux, on n'est pas grand-chose. Et vous savez, les scientifiques disent toujours, on ne protège bien que ce que l'on connaît bien. Et quand on commence à un peu rentrer dans cette intimité, quand on commence à connaître un peu comment fonctionne l'oiseau, eh bien, on sera beaucoup plus armé pour non seulement l'aider, puisqu'il a besoin d'aide, et aussi transmettre, être nous-mêmes à ce moment-là un passeur de savoir, un passeur de connaissances auprès des autres, et proposer aux gens d'aller dehors, d'aller faire ce que j'appelle moi des bains d'oiseaux même. Ça va nous aider à prendre conscience de leur importance. Ça va évidemment aider à les protéger, parce qu'on va devenir beaucoup plus proactif par rapport à ça. Et je le redis, protéger les oiseaux, ça peut paraître comme ça un peu
un peu chimérique, mais protéger les oiseaux, c'est se protéger nous-mêmes. Protéger les oiseaux, c'est protéger la biodiversité, c'est protéger l'espèce humaine. C'est la seule façon de s'en sortir. C'est la seule façon. Voilà. Allez-y, Sigolène. Non, parce que je pense qu'aussi de comprendre qu'ils sont singuliers, qu'ils ne sont pas tous les mêmes, c'est très important parce que moi, avant, j'avais une vague idée, les oiseaux, c'était générique. Et tout d'un coup, quand on découvre qu'ils sont si variés, qu'ils ont des couleurs si différentes, et des chants, enfin presque une individualité, ça change aussi beaucoup la perception. C'est reconnaître tout simplement la diversité. Voilà. Et Dieu sait si c'est important aujourd'hui de reconnaître et d'admettre et de respecter cette diversité. C'est peut-être naïf, mais il y a aussi dans votre roman, Sigolène Vincent, l'idée de la nature comme refuge pour votre narratrice qui, et on peut peut-être le dire un peu seule en fait, mais qui voilà, va trouver aussi des échanges, une forme de réconfort aussi, et de retrouver aussi du lien avec les autres. Bah, c'est ça, c'est l'altérité, c'est reconnaître l'autre. Et on peut passer par l'oiseau, par l'animal, pour aussi reconnaître l'autre humain qu'on a en face de soi. C'est faire cet apprentissage effectivement de la diversité. Et c'est comme ça qu'on retrouve les autres. On peut passer par le dehors pour rentrer de nouveau dans la communauté humaine des hommes. Et se retrouver bien entouré, du coup. Du coup, être bien entouré, oui. Philippe Dubois, à la fin de votre livre avec Élise Rousseau, vous donnez 10 conseils, 10 vertus ornithérapeutiques, sans tous les citer, il nous reste quelques secondes. Lesquels sont peut-être les plus importants? C'est compliqué. Toutes sont importantes. C'est les respecter, apprendre à se fondre avec eux, c'est les aider parce que je pense qu'ils ont besoin d'aide. C'est de les considérer comme un tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les oiseaux, c'est aussi protéger les insectes, c'est aussi protéger les plantes, c'est se faire du bien à soi grâce à eux et savoir les remercier. C'est aussi, comme je le disais, se réconcilier et en faire des frères. Pour moi, être dans la nature, c'est me réconcilier d'abord avec le vivant. Et puis, c'est aussi un grand moment de fraternité, vraiment je crois que c'est ça, et donc les aider comme on peut, tout le temps, les mangeoires l'hiver, les nichoirs au printemps, sortir les voir, parler d'eux, les respecter pour se respecter. Et dire qu'on fait tous corps, c'est-à-dire que par exemple pour les aider, on peut laisser le loup vaquer à ses occupations. Là où est le loup, les oiseaux reviennent. Il faut le savoir. Et le loup, c'est aussi un des personnages de votre roman. Merci à tous les deux. J'espère que après cette émission, on aura un autre regard sur ce qu'on appelle les oiseaux, qui sont bien plus nombreux que ce qu'on peut croire. Sigolène Vincent, Le Butor étoilé. Votre roman vient de paraître aux éditions Le Tripode. Je remercie également Philippe Dubois. Merci beaucoup Philippe d'être venu ce matin. Ornithérapie, votre livre aux éditions Albin Michel, coécrit avec Élise Rousseau.